Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à tous et bienvenue sur Multi-21, les vidéos de pré-saison continue. Et après la F1, on passe à la Formule 2, sa petite sœur. Et qui dit Formule 2 dit Louis Matelin. Salut Louis. Salut Clément, salut à tous. Alors on va bien évidemment parler des 22 pilotes qui seront présents sur cette grille. Mais déjà, un point calendrier Louis, parce que c'est un calendrier un peu étonnant qui change des années précédentes. Tout simplement parce que la F2 et la F3 ne seront pas sur les mêmes courses. La F3 aura ses propres meetings derrière la F1 et la F2 aura ses propres meetings derrière la F1. On aura 3 courses par Grand Prix pour la F2 cette année sur 8 circuits. Et c'est un calendrier un peu spécial puisqu'on a quand même 3 circuits urbains, ce qui veut dire que sur les 24 courses, on en aura 9 sur des circuits urbains, plus 3 courses à Monza où c'est un peu à loterie. Est-ce que c'est pas un calendrier un peu trop spectaculaire pour la série qui doit amener les pilotes en F1 ? C'est vrai que c'est un calendrier qui est un petit peu bizarre. En tout cas, il y a des circuits, on peut se demander pourquoi la Formule 2 va aller sur ces circuits-là. Il faut voir qu'à la base, on avait quand même voulu réduire le nombre de meetings en Formule 2 et en Formule 3 pour réduire les coûts, c'est-à-dire moins de meetings, plus de courses par meeting, mais en tout cas moins de déplacements du coup, et comme ça on va réduire les coûts. Mais là, quand on regarde finalement ce calendrier, on va aller à Bahreïn, on va aller plus tard dans la saison en Arabie Saoudite, on va aller en Russie. C'est un calendrier en plus qui va bouger beaucoup, il va y avoir beaucoup de déplacements à faire, on va aller à Bakou aussi, et même la Formule 3, donc on en reparlera, mais va aller aux États-Unis. Donc on a voulu réduire les coûts en réduisant le nombre de courses, mais finalement on va aller faire des courses un peu partout dans le monde, ce qui est un petit peu bizarre quand même. Alors effectivement, tu l'as dit en plus, au niveau des circuits retenus, vraiment d'un point de vue purement sportif, c'est pas forcément le calendrier le plus intéressant qu'on aurait pu imaginer. Maintenant, j'ai quand même hâte de voir ce qui va se passer à Monaco, à Silverstone et à Monza, parce que ce sont toujours 3 circuits qui donnent des Ouais. belles courses, et c'est toujours des courses très très agréables à suivre. Et surtout Monaco, en fait, qui est un circuit extrêmement compliqué pour les pilotes et pour les jeunes pilotes qui veulent atteindre la Formule 1, c'est vraiment l'endroit où il faut briller. Ah bah, tu l'as dit, hein. Après, moi je pense que de toute façon, que ce soit à Monaco, à Bakou, même à Monza en plus de Silverstone, on va avoir des courses spectaculaires, mais on va peut-être avoir des courses spectaculaires par les accrochages, par les choses comme ça. Et j'ai peur que peut-être à la fin de la saison, il y ait des pilotes qui ne soient pas aussi bien classés qu'ils auraient dû à cause de ça. Là où le calendrier de F3 est beaucoup plus sur les circuits, on va dire plan-plan traditionnel, avec le Paul Ricard, avec Barcelone, tu l'as dit, avec Austin aux États-Unis, qui sont des circuits un peu plus traditionnels. Mais bon, en tout cas, ça nous donnera. Déjà, la saison dernière, la F2 était extrêmement excitante à suivre. Là, avec un calendrier comme ça, quand on te dit Silverstone, Bakou, Monza, oui, et Monaco à la suite, oui, tu as envie d'y aller. Plus Jeddah qui s'annonce comme un circuit très rapide apparemment. Bon, ça peut faire des étincelles. Parlons de ce plateau et je vais te laisser introduire sur le plateau de façon générale parce que tu avais fait une réflexion il y a quelques jours avec laquelle je suis totalement d'accord et qui était très intéressante sur ce plateau 2021 de F2. Et oui, effectivement, donc on va revenir point par point sur tous les pilotes qui sont engagés cette année en F2, mais il y a une impression qui se dégage, je trouve, c'est que on va avoir une Formule 2 à 2 vitesses cette année, vraiment une sorte de 2 divisions de Formule 2, avec d'un côté tout un tas de jeunes pilotes très talentueux, très, très performants, et qui ont tous plus ou moins le potentiel pour arriver en Formule 1 à l'heure où on parle. Alors évidemment, il y aura des déçus, il y a des pilotes qui vont pas confirmer ce potentiel, mais en tout cas, à l'heure où on parle, il y a au moins une dizaine de pilotes qui potentiellement peuvent arriver en Formule 1, qui ont les moyens d'y arriver. Et ça, c'est très excitant. La bataille pour le haut de la grille va être très intéressante, pardon. Mais quand on regarde justement en fond de grille, et ben là, on se retrouve avec des pilotes, mais énormément de pilotes qui n'ont pas vraiment de coup de volant, voire même pas de coup de volant du tout, et qui ont payé leur volant, simplement des gentleman drivers, et pas vraiment des jeunes pilotes talentueux. Alors on reviendra sur qui sont ces pilotes-là, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre de voir énormément de pilotes qu'on ne s'attendrait pas à voir dans un championnat aussi relevé habituellement que la Formule 2. Ouais, et pour compléter ce que tu dis, là où les années précédentes, il y avait certains pilotes qui payaient leur place mais qui étaient là depuis suffisamment longtemps pour, on va dire, faire illusion, des Sean Gelael qui étaient là depuis un moment, ou qui avait fait plusieurs années, on en avait d'autres avant lui qui étaient comme ça. Là, on va avoir pas mal de pilotes qui arrivent et qui n'ont pas de coup de volant et qui sont pourtant promus en F2. Et c'est vraiment là où la scission va se faire, c'est-à-dire que sans doute sur les premiers meetings qui sont en plus, Bahreïn et Monaco, c'est des circuits un peu spécifiques, on risque d'avoir vraiment un écart entre, on va dire, les 14-15 premiers pilotes et les 7-8 derniers qui vont être vraiment très très loin derrière. Donc c'est un peu dommage, surtout
dans une période où la F1 essaye de promouvoir la F2, d'avoir une grille à 2 vitesses. Justement, passons à cette grille et commençons par le team qui a terminé dernier l'an dernier, c'est Trident. Trident qui repart cette année avec Marino Sato et qui a engagé Ben Viscal, qui est un rookie, qui était l'année dernière en FIA F3. Bon, alors, je vais te laisser en parler, mais bon, Marino Sato, c'était pas glorieux et Ben Viscal, c'était, on va dire, assez moyen en FIA F3 et c'est typiquement deux pilotes qui ne joueront pas grand-chose cette saison. Non, c'est deux pilotes qui joueront pas grand-chose cette saison, d'autant que historiquement Trident est quand même une écurie qui est en difficulté. Hein. C'est pas eux qui ont les meilleurs ingénieurs de piste, les meilleurs ingénieurs performance, etc. Et donc ça risque d'être compliqué en plus d'avoir un bon package pour ces pilotes-là. Effectivement, tu l'as dit, Marino Sato, il a pas vraiment convaincu l'année dernière. Il termine avant-dernier du championnat parmi ceux qui ont fait tout le championnat. Et puis Ben Viscal, bon, il a été correct en Formule 3. Le passage en Formule 2 peut se justifier, mais je pense pas qu'on le verra aux avant-postes de toute manière. Je pense pas que ce soit un pilote qui ait le potentiel pour être vraiment aux avant-postes de la Formule 2. Oui, pour Ben Viscal, on se souvient que bon, il avait fait quelques bonnes courses en milieu de saison, notamment en Hongrie ou à Silverstone. Après, pour le reste, ça a été plus compliqué, notamment sur les derniers meetings, hein, quand on est arrivé sur les manches italiennes du championnat, où là, il avait beaucoup de mal. À voir, c'était un pilote dont on attendait pas mal il y a quelques années. Peut-être qu'il peut se réveiller, hein, ça arrive chez certains pilotes. Pour Marino Sato, par contre, on attend quasiment plus rien. Et tu l'as dit, ce Team Trident, autant il est bon en F3, autant en F2, ça vaut pas grand-chose. L'écurie suivante, c'est HWR Race Lab, qui abandonne sa livrée BWT pour revenir à un noir plus traditionnel. L'an dernier, ils étaient 10e, pas de podium, pas de victoire, rien. Et alors là, je vais te poser une question, mais est-ce qu'on n'a pas, avec Matteo Nannini et surtout Alessio Deleda, le duo le plus lent de la grille et le plus farfelu? Alors le plus lent de la grille, de toute manière, avec Alessio Deleda, c'était sûr. C'est même avec Schwarzman dans l'équipe, ça aurait été le duo le plus Oui, lent de en la moyenne, grille. oui. Mais effectivement, je pense pouvoir dire sans me tromper que HWA terminera dernier du championnat. Je pense que tu vas me rejoindre aussi là-dessus. Oh, totalement. Effectivement, Matteo Nannini, qui n'a pas été exceptionnel en F3, hein, qui a même été plutôt mauvais d'ailleurs en F3, qui après une seule saison en F3, ben, monte en Formule 2, ce qui est déjà qui pose question, je trouve. Mais surtout Alessio Deleda, qui a 26 ans, si je dis pas de bêtises, bientôt Tout à 27, fait. qui n'a jamais été bon nulle part, qui n'est jamais monté sur un seul podium d'une course de monoplace, et qui va se retrouver en Formule 2 ici. Et en plus, c'est un personnage. La famille Deleda, c'est une famille assez peu fréquentable. Je sais pas ce que tu en penses. Je pense que tu vas nous en parler mieux. Bah, alors tout à fait. Alors pour revenir déjà sur sa carrière à ce jeune garçon, il a fait une saison en F4 italienne en 2018, parce qu'il a commencé en 2017 le kart à 22 ans. Voilà, rendez-vous compte que certains pilotes aujourd'hui ont 22 ans et ont une certaine expérience sur la grille de F1. Lui, sa première saison s'est soldée par. C'était le dernier pilote parmi ceux qui avaient fait la saison complète. Il avait terminé 39 ou 40e de la saison. La saison d'après, il a fait une première saison en FIA F3. Il termine quasiment dernier en faisant toute la saison. L'année dernière, en FIA F3, il termine avant-dernier en faisant toute la saison. Et le seul pilote qui est derrière lui, il fait une seule course, enfin un seul meeting, deux courses. Et puis entre-temps, il a fait aussi 2 saisons hivernales en F3 Asia, plus une grosse partie de la saison en Formule Renault Eurocup, et rien non plus là-dedans. Vraiment, maximum, il a marqué 30 points dans sa carrière en total sur ses 6 championnats. Voilà, ça fait 5 points par championnat si tu fais un ratio. Et puis, tu l'as dit, alors c'est un jeune homme qui a été vu 2 fois en train de poster des vidéos de lui conduisant très très vite sur l'autoroute, se baladant entre les voitures. Et il a dit que c'était pas lui et qu'il voulait simplement montrer les mauvais comportements sur la route. Le problème, c'est que son copain qui filmait lui avait filmé sa tête, donc on a bien vu que c'était lui. Et puis surtout, il y avait un YouTuber très connu qui s'appelle Josh Revel, qui fait pas mal d'excellentes vidéos en anglais sur la F2 et la F3 et sur d'autres championnats, et qui avait fait une vidéo sur Deleda pour dire à quel point c'était un mauvais pilote. Et ce YouTuber s'est fait contacter par le papa d'Alessio Deleda pour lui dire de supprimer sa vidéo où il serait poursuivi en justice. Donc voilà dans quel type de monde on est. Malheureusement pour la famille Deleda, le sport, ça reste le sport, il y a des résultats, et cette saison on le verra. Parmi les pilotes qui vont être tout au fond de grille, l'année dernière on avait un Guilherme Samaya qui paraissait en perdition totale. Je pense que cette année il aura un concurrent avec Alessio Deleda, et donc je te rejoins, ce team là va finir bon dernier de la grille 2021. La suite, c'est Campos qui nous fait revenir
Ralph Boschung et surtout Gianluca Petekov. Et là, attention, petite pépite qui arrive en F2. Alors, petite pépite avec un point d'interrogation quand même, effectivement, il a fait un excellent championnat de F3 Europe, enfin de Formula Régionale Europe maintenant. Il a gagné, il s'est imposé notamment face à Arthur Leclerc, hein, qui est un pilote couvé par Ferrari aussi. Donc on peut penser que Gianluca Petekov effectivement a un gros potentiel. Ce sera pas évident de s'illustrer vraiment pour une première saison en F3 avec un gap entre la formule régionale et la Formule 2 pardon qui est assez énorme. D'autant qu'il est chez Campo, c'est pas forcément une très très bonne équipe. Mais effectivement, Gianluca Petekov possiblement a un gros potentiel et j'espère qu'il sera capable de faire quelques bonnes choses. Il fera équipe avec Ralph Boschung et tu parlais tout à l'heure de ces pilotes qui étaient là depuis tellement longtemps en Formule 2 qui, même s'ils n'étaient pas très bons, arrivaient à faire un peu illusion. Bah voilà, Ralph Boschung, c'est parfaitement cet exemple-là. Ce sera sa 4e saison complète en F2, sachant qu'il avait quand même fait 2 meetings l'année dernière. Il n'a jamais fait mieux que 18e au championnat, donc voilà, un candidat pour le fond de grille. Pas le plus mauvais, on l'a vu, mais un des très mauvais aussi. Voilà, ouais, Campos va encore une fois cette année se retrouver dans cette configuration qu'ils ont souvent connue avec un pilote qui va jouer devant les podiums et un pilote qui va jouer derrière les dernières places. C'était le cas l'an dernier avec Jake Aitken d'un côté et Guilherme Samaia de l'autre. Donc ça ne change pas leur vie et ils risquent de terminer à peu près aux mêmes places puisque ce genre de configuration ne permet pas de ramener des gros points. D'ailleurs, je te suis, hein, Gianluca Petekov, moi je l'ai trouvé excellent l'année dernière sur sa saison de F3 Europe, mais tu l'as dit, il y a un gap tellement énorme en termes de performance entre la F3 Europe et la F2 mondiale que ça peut sur une première saison être un peu difficile pour lui, mais pour l'avenir, ça reste un excellent pilote. L'écurie suivante, c'est Dams. Dams aussi bas la saison dernière. Dams qui avait terminé 8ème avec seulement une victoire à 5 podiums. On ne s'attendait pas à ça de la part de l'écurie française. C'était aussi lié au fait qu'ils avaient un pilote extrêmement rapide et un pilote extrêmement lent. Et bien cette saison, ils repartent avec la même configuration, mais cette fois-ci avec Roy Nissany et un pilote dont on attendait beaucoup l'an dernier et qui nous a pas mal déçus, c'est Marcus Armstrong. Oui, effectivement, Marcus Armstrong qu'on attendait à la fête l'année dernière. Je pense qu'on l'avait mis sur notre podium final et Ah, ça n'a tout pas à été le fait. cas. Armstrong qui faisait quasiment jeu égal avec Schwarzman à peu près dans tous les championnats où ils sont passés. Et puis l'année dernière, Schwarzman a été excellent et Armstrong beaucoup moins. Il a semblé se reprendre un peu en main sur la fin de saison. On va voir ce qu'il peut faire au sein d'une écurie Dams qui habituellement est un top team de moins en moins. Je dirais malgré tout, c'est vrai que cette écurie Dams, elle semble de plus en plus se rapprocher du fond de grille. Que va être capable de faire Marcus Armstrong? Bah, c'est un peu la grosse interrogation. C'est vraiment cette saison qui sera déterminante pour lui et son potentiel avenir en Formule 1. Quant à Roy Nissany, il a déjà un avenir en Formule 1, il a même déjà un passé en Formule 1. On le voit souvent dans la Williams pour les essais du vendredi, voire même cette année pour les essais de pré-saison. C'est lui le premier à avoir piloté la Williams de cette année. Il a fait toute la première journée d'essai. Malgré ça, c'est pas un pilote de, qui a beaucoup de potentiel, c'est surtout un pilote qui a beaucoup d'argent. On se souvient de son père, János Nissany, qui s'était offert une session au volant de la Minardi à l'époque au Grand Prix de Hongrie. Bah, c'est un peu la même chose avec Roy Nissany finalement. Il paye son volant, il est là, il permet de faire vivre le sport, pardon. Ce qui est pas mal dans un sens, hein, puisqu'il y a besoin d'argent pour faire tourner ses voitures, mais d'un autre côté, sportivement, il n'y a pas grand-chose à attendre de lui. Je te rejoins totalement. Et sur Marcus Armstrong, c'est vrai qu'on est dans une saison charnière pour lui. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes pilotes Ferrari qui arrivent, il y a beaucoup de jeunes pilotes Ferrari qui poussent, et on sait qu'il va y avoir des places qui vont se libérer chez Alfa Romeo dans sans doute peu de temps, puisque Kimi Räikkönen n'est pas éternel de toute façon, hein, aussi bon soit-il. Et parmi ces jeunes pilotes Ferrari, celui qui a le plus la pression, c'est peut-être Marcus Armstrong, puisque tu l'as dit, hein, Robert Schwartzman a toujours performé et l'a fait l'an dernier en F2. Calum Aylott l'a fait aussi, et même s'il est un peu mis sur le côté cette année, il reste dans les esprits. Armstrong, il n'a pas du tout marqué les esprits l'an dernier alors qu'il aurait dû. Donc cette année, c'est sa saison. Le team Dams va être dans la même configuration que l'an dernier avec Dan Ticktum qui était clairement le pilote numéro 1 et la stratégie était faite pour lui. Là, ça sera pareil pour Marcus Armstrong cette année. Donc il doit performer dans cette équipe, il doit la tirer vers le haut. Et s'il le fait, il pourra peut-être retrouver un peu de grâce aux yeux de Ferrari. On l'espère parce que c'est un super pilote. Mais attention, année charnière vraiment pour Marcus Armstrong. L'écurie suivante, 7ème au classement en dernier, c'est le Charouz Racing System. Un team Charouz qui engage un excellent rookie, David Beckman.
et un bien moins bon pilote, Guilherme Samaya. Je vais te laisser en parler, mais juste pour commencer sur David Beckman, c'est un pilote qui l'an dernier était chez Trident en F3, qui est donc un excellent team de F3, à défaut d'être un excellent team de F2, et qui s'est battu très longtemps pour les premières positions face aux Prema qui sont quasiment imbattables. Donc il avait marqué les esprits véritablement l'an dernier. On attend beaucoup de lui. Je trouve qu'il fait très bien de passer le pas cette année. C'est le bon moment. Et moi, je pense qu'il peut vraiment jouer des podiums cette saison pour sa première saison en F3. Par contre, pour Guilherme Samaya, bon, ça sera du fond de grille. Oui, bah pour Samaya, je vais pas revenir dessus, hein, tu l'as dit, il était en perdition complète l'année dernière. Même si on imagine qu'il va progresser un petit peu, ça ne devrait pas être un pilote capable de jouer des podiums. Quant à David Beckman, je vais être un peu moins optimiste que toi. C'est un pilote qui a passé beaucoup de temps en Formule 3. Je crois qu'il a fait 2 saisons en F3 Europe. Derrière, il a fait 3 saisons en GP3 puis en FIA F3, avec au mieux une 5e place en GP3, une 6e place l'année dernière en FIA F3. C'est un pilote qui est solide, clairement. C'est un pilote qui est solide, qui mérite une place en Formule 2. Ça, c'est clair, je le pense aussi. Maintenant, il a déjà 20 ans. Il aura bientôt 21 ans d'ailleurs. Et c'est déjà assez vieux pour passer en Formule 2. Et c'est un pilote qui sera solide, mais qui pour moi n'a pas le potentiel pour aller jouer des victoires et des titres en Formule 2. Ah, moi, je le vois juste jouer tu vois, je le vois jouer des podiums un peu comme ce qu'avait fait Jack Aitken ou Jehan Derouvala l'an dernier, tu vois. Un mec comme ça, même si Derouvala a gagné à la fin de Voilà, l'année, oui. mais tu vois, autour de la 10 à 15e place de la saison et un mec qui parfois enfin, qui aura les points au moins un tiers de la saison, voire la moitié de la saison, tu vois. Ouais, mais j'aime j'aime Ce bien genre de... la comparaison avec Etken parce qu'effectivement Etken était solide, mais sans pour autant être capable d'aller chercher les titres. Je pense que c'est le même genre de pilote, ouais, effectivement. On passe au team MP. Alors là, pour MP, pour l'instant, au moment où on enregistre, on n'a qu'un seul pilote. MP qui avait fait terminer 6ème du championnat l'an dernier. Le seul pilote, c'est Lirim Zendeli. Je vais te laisser en parler, mais c'est vrai que pour l'instant, on est un peu dans le flou sur cette équipe néerlandaise. Bah oui, on est dans le flou. Alors je vais parler de Lirim Zendeli qui est un pilote allemand qui est déjà aussi assez vieux aussi, hein, il a 21 ans. Il a fait pas mal de temps en F4. Il lui a fallu 3 saisons pour gagner la F4 Allemagne. La F4 Allemagne qui est quand même une des plus relevées, mais il a fait 3 saisons, ce qui est quand même pas fameux. 2 saisons en FIA F3 avec une 8e place finale et une victoire en tout. C'est relativement léger pour passer en Formule 2. Voilà, est-ce qu'il peut débloquer encore un peu de potentiel ou est-ce qu'il est déjà à son maximum? On le saura bientôt, mais c'est pas un pilote qui m'enthousiasme plus que ça. Ouais, moi, c'est juste pour compléter ce que tu dis, je te suis totalement. La seule chose qui me donne un tout petit peu d'espoir sur Lirim Zendeli, c'est que ces 2 dernières saisons en FIA F4 étaient une vraie montée en puissance et en 2018 il avait battu vraiment des très très bons pilotes pour le titre et il a un peu alors un degré bien moindre mais dans la même configuration qui était Mick Schumacher, tu sais, de faire une première saison où il apprend et la deuxième où il est plus performant. Alors c'est pas du tout les mêmes choses puisque Mick Schumacher la deuxième saison il gagne alors que là c'était pas forcément le cas, mais du coup je me dis peut-être que ça peut être dans le même, enfin on en revient encore une fois aux mêmes comparaisons, mais on va jouer pareil le milieu de grille chez Lirim Zendeli. Par contre, pour le deuxième pilote, alors pour l'instant, on n'a aucune information. C'est Richard Verschoor qui a fait les essais de pré-saison. Et justement, je sais pas toi, mais moi, ça me plairait bien de voir Richard Verschoor en F2 cette saison. Ben, ça me plairait aussi. On va rappeler que Richard Verschoor, il a gagné le Grand Prix de Macao, ce qui est quand même pas rien. Maintenant, Verschoor a pas été super bon dans les catégories inférieures à part cette victoire à Macao. Ça reste malgré tout, je pense, un pilote qui a le potentiel pour la Formule 2. Effectivement, ce serait intéressant de voir Verschoor en Formule 2. On rappellera aussi que Verschoor a fait ses 3 dernières saisons en GP3, F3, etc. avec MP. Donc c'est un pilote un peu Il a fait historique toute entre sa carrière guillemets. avec MP, hein, puisque même en Voilà, F4, il exactement. était avec MP et en Formule Renault aussi. C'est un pilote vraiment formé par MP toute sa carrière. Voilà, bah tu fais bien de le préciser. Et donc ce serait logique finalement de voir Verschoor en Formule 2 chez MP. Maintenant, on sait que c'est un volant qui va être assez prisé. Il y a d'autres pilotes qui essaient de trouver un volant, de continuer en F2. Je pense à Giuliano Alesi aussi qui avait fait une pige l'année dernière. Donc pour l'instant, on ne sait pas qui va avoir ce volant, mais je pense que Verschoor effectivement est en tête de liste. On va quitter les écuries avec quelques pilotes farfelus et ce genre de duo pas totalement homogène pour arriver vraiment dans le top 5 du tableau et celles qui vont commencer à jouer des grosses choses, notamment avec la deuxième écurie française, Art Grand Prix. Art qui cette année reconduit Christian Lundgaard pour une seconde saison
et fait venir Théo Pourchère de la F3. Et alors là, attention, train de la hype, montez tous maintenant. On avait prévenu l'an dernier en FIA F3, on a vu. Cette année en FIA F2, Théo Pourchère débarque et ça va faire très très mal. Et oui, effectivement, hein, pour Cher, on avait dit qu'il avait énormément de potentiel. On ne s'attendait pas vraiment, voire même pas du tout, à ce qu'il performe aussi bien en F3. Et Ah un oui, on an avait plus dit tard, top bah, 5, pas top 2, enfin c'était fou quoi. ouais, ouais, ouais. Il aurait même pu être champion, c'est passé à peu de Oui. choses. Donc il a vraiment eu une saison exceptionnelle. Il a mis un ou deux meetings à se mettre dans le bain. Il a été un petit peu en difficulté sur les premières courses. Et puis ensuite, il a été largement dans le rythme. Et il a fait une saison exceptionnelle. Le voici en Formule 2. Il a une ascension qui est météorique, Théo Pourchère, et bah, il est fort probable que l'on voit Théo Pourchère gagner des courses cette année. Maintenant, voilà, j'ai pas envie de mettre la charrue avant les bœufs non plus. Je pense qu'il est très bon. Je pense que la F2 est encore un cran au-dessus de la F3 surtout, et qu'il va lui falloir probablement un peu de temps pour se mettre au niveau. Mais on ne peut pas exclure le fait qu'il soit au niveau tout de suite comme il a été en F3. Et si c'est le cas, il va encore nous mettre des étoiles plein les yeux. Et puis, bah, tu l'as dit aussi, hein, Christian Lundgaard, qui est un très bon pilote, pilote couvé par Renault, qui est possiblement un des futurs pilotes de F1 chez Renault. Mais Lundgaard, il a un peu déçu l'année dernière. Il n'était pas forcément au niveau où on l'attendait. Un peu comme Armstrong, finalement, avec qui il était équipier. Et donc, on va voir. Il faut qu'il se reprenne cette année s'il veut garder une chance d'aller en Formule 1. D'ailleurs, Lundgaard, c'était parce je fais la transition parce qu'on parlait de Richard Verschoor l'an dernier. C'était juste avant, c'était deux pilotes qui au tout début de leur carrière avaient eu la même hype parce qu'ils avaient remporté tous les deux le duo F4 russe, F4 espagnol qui sont liés en fait. C'est les mêmes châssis, c'est les mêmes écuries qui courent dans les deux. Et ils avaient tous les deux remporté les deux au début de leur carrière et on avait beaucoup beaucoup d'espoir. C'est vrai que l'an dernier, le fait que les jeunes pilotes Renault, qui seront désormais les jeunes pilotes Alpine, c'est-à-dire Lundgaard et Zhou, ne soient pas allés dans le top 5 du championnat, ça avait un tout petit peu déçu. Hein. On s'attendait à mieux de la part de ces deux pilotes-là. Après, Christian Lundgaard, cette saison peut complètement renverser la tendance et faire partie des très très bons pilotes. Hein. C'était que sa première saison l'an dernier finalement, donc septième pour une première saison, c'est excellent. Et ouais, c'est un duo. Je vois ce duo jouer le top 3 constructeur, enfin le top 3 équipe du coup, et tous les deux jouer le top 5, essayer de jouer le top 5 pilote, tout à fait. Et tu l'as dit, et tu as très bien dit pour Théo Pourchère, mais déjà avant, enfin on était bluffé en F4, on l'avait dit avant la saison de F3, nous on avait été bluffé en F4, on s'attendait pas autant en F3, c'était vraiment exceptionnel, donc là s'il refait pareil en F2, là ça a commencé à devenir très très bon. Le team suivant, c'est E-Tech. E-Tech qui cette année va employer deux jeunes pilotes Red Bull, Yuri Vips et Liam Lawson. Et là, c'est pareil, c'est un petit peu une écurie qu'on a envie de voir parce que Liam Lawson et Yuri Vips, c'est deux pilotes qu'on aime bien. Oui, effectivement, Vips avait été bon en Formule 3 et je ne sais pas pourquoi Red Bull avait décidé de l'envoyer au Japon l'année dernière en Super Formula au lieu de le mettre en Formule 2. Et puis coronavirus, etc., etc. C'est vrai que la saison a été pas mal chamboulée. Il n'a pas pu aller courir au Japon. Il était revenu en Europe. Il avait fait quelques meetings de Formule 2 en remplacement de Sean Gelael qui De était Sean blessé. Gelael, ouais. Et ça s'était plutôt bien passé hein, pour un pilote qui arrive en milieu de saison alors que tout le monde est bien installé. Ça s'était plutôt bien passé pour Yuri Vips. Maintenant, il va avoir les cartes en main pour faire une bonne saison. Il a fait les C7 pré-saison. Il va faire la saison complète dans une assez bonne équipe. Donc voilà, Yuri Vips à surveiller. Et puis son équipier, Liam Lawson, qui est un pilote que je surveillais beaucoup, dont j'attendais une victoire en FIA F3, en tout cas pour le titre. Hein. L'année dernière, ça n'a pas été le cas. Mais il était quand même pas loin. Il a été plutôt bon l'année dernière en FIA F3. Pas au niveau qu'on attendait. Mais le voici en Formule 2, c'est la suite logique des choses. Et c'est un duo qui va manquer d'expérience, mais qui me semble quand même très rapide. Pour compléter ce que tu dis, alors moi je suis pas tout à fait d'accord sur Liam Lawson. Je trouve que justement il était très bon parce que en F3, il faut toujours prendre en compte le fait que Prema a trois voitures et que souvent ces trois voitures font le top 3 ou sont très souvent dans le top 3. Donc là, le fait de terminer cinquième, c'est-à-dire que finalement, autre que les Prema, il n'y avait que Théo Pourchère devant lui.
Donc moi, sa saison m'avait pas mal plu. Il avait été très régulier tout au long de la saison. Il s'était jamais écroulé. Après, ouais, tu l'as dit. Par contre, sur Yuri Vips, je te rejoins totalement. Le fait qu'on va avoir Yuri Vips avec une saison complète et enfin Red Bull qui arrête de le balader de championnat en championnat, ça peut être très intéressant, surtout dans une écurie E-Tech qui l'an dernier, avec le duo Mazepin-Giotto, ils avaient envoyé un pilote en F1 avec Mazepin et Giotto avait fait une bonne saison. Donc ça peut totalement marcher pour E-Tech cette saison avec ce duo de pilotes. Moi, je suis tout à fait d'accord. Le duo suivant, c'est Carlin. Carlin qui l'année dernière avait deux pilotes Red Bull, mais pas cette année, qui conserve Jean Derouvala, donc jeune pilote Red Bull, et qui récupère Dan Ticktum de chez Dams. Est-ce que c'est... Alors Dan Ticktum, l'année dernière, on l'avait beaucoup hypé parce qu'on attendait beaucoup de Dan Ticktum en F2. Je sais pas ce que... Enfin, on avait dit sur sa saison que c'était finalement plutôt moyen. Est-ce que c'est pas un peu aussi l'ultime chance de Dan Ticktum de montrer qu'il peut aller en F1, lui qui a un énorme potentiel de base? Bah oui, effectivement. On peut pas en vouloir à un pilote d'avoir besoin de 2 saisons pour gagner en Formule 2. Au-delà de 2 saisons, c'est beaucoup. Donc, une saison pour apprendre, une saison pour gagner, hein, c'est ce qu'a fait Schumacher, c'est ce qu'ont fait pas mal de pilotes avant lui. Donc là, pour Tictum, c'est une saison pour apprendre, c'est fait maintenant. Il est dans une bonne équipe, il est chez Carlin. On rappellera que Carlin, ils ont envoyé Tsunoda en Formule 1 l'année dernière. Et donc, Tictum, là, il a pas le choix. Mais si il gagne, il aura une bonne chance d'aller en Formule 1. Mais il a toutes les cartes en main. Il a le talent, il a la bonne équipe, la bonne voiture. Et maintenant, il a l'expérience, donc il faut gagner cette année s'il veut aller en Formule 1. Tout à fait, ouais, tu fais très bien apprécier. Carlin, l'an dernier, c'était extrêmement rapide aussi, hein, que ce soit en course ou en qualif. On avait fait beaucoup d'excellentes qualifs, ce qui est très important pour la course feature. Et véritablement, Dan Ticktum, nous, on attendait beaucoup. Moi, je suis très très fan du bonhomme, malgré tout ce qu'on a dit sur lui, le fait qu'il soit un peu et qu'il n'ait pas forcément le sang-froid en permanence. Mais Là, il a Mais appris oui, au sein d'une excuse-moi, je structure. te coupe, mais Vas-y, vas-y. effectivement, excuse-moi, je te coupe, mais effectivement, Tictum, c'est un peu le bad boy de la Formule 2, mais le bad boy dans le bon sens du terme, c'est-à-dire il met le feu, mais sur la piste, quoi. Et c'est pas comme un Mazepin ou comme un Teleda, justement, qui vont faire des grosses conneries à côté, qui n'ont pas vraiment de respect pour les autres, etc. Tictum, une fois qu'il est en dehors de la piste, c'est un mec assez correct, alors que c'est vraiment en piste où il fait le show, et voilà, c'est ça qui est intéressant, Ouais, c'est pour ça qu'on l'aime bien, en fait. tout à fait, ouais. Et puis l'an dernier, même si Dams, enfin tu as dit, c'était pas forcément la meilleure écurie du plateau, c'est par contre un gros team dans lequel il a pu apprendre à se structurer sur avec une grosse équipe. Et là, cette année, vraiment, il a toutes les cartes en main pour enfin réussir à performer dans un team beaucoup plus rapide, mais pareil, une structure très sérieuse. Donc on attend beaucoup de Dan Ticktum. Quant à Yann Derouvala, c'est pas que son avenir est bouché, mais les places chez Red Bull et AlphaTauri en F1 sont prises pour l'instant. Même s'il y a un départ, on connaît Red Bull, hein, ils aiment toujours les tout petits nouveaux, pas ceux qui sont là depuis trop longtemps. Donc le fait que Yuri Vips et Liam Lawson arrivent cette saison, ça joue pas en sa faveur. Donc lui, il a intérêt à gagner. Sinon, il fera partie de cette longue liste de pilotes qui étaient Red Bull en F2 et qui s'est retrouvé sans volant l'année suivante. Euh, ceux qui avaient terminé à la deuxième place l'an dernier, c'était Univirtuosi, team qui était déjà très très hypé l'an dernier, un excellent duo. Cette année, on garde Zou et on lui met à côté Felipe Drugovich qui avait été excellent l'an dernier sur la MP Motorsport. Vraiment, il avait brillé dans une des moins bonnes écuries. Cette année, le duo Univirtuosi ont toutes les deux des choses à prouver et peuvent tous les deux aller chercher le top 3 final. Effectivement, Zhou, c'est un pilote couvé par Renault. C'est un excellent pilote, je pense, qui va avoir une possibilité d'aller chercher le titre. Mais, s'il est champion, je le vois quand même mal aller en Formule 1 parce que je rappelle que c'est sa troisième saison complète en Formule 2 et ça commence à faire beaucoup. Mais quant à Mais il est Drugovich, chinois, il y a effectivement, des capitaux chinois derrière quand même. Donc il faudra, c'est il vrai faudra aussi, voir c'est si vrai jamais. aussi. Malheureusement, Renault, enfin Alpine désormais n'a pas d'écurie bis comme peut l'avoir Ferrari ou Red Bull, etc. pour placer ces jeunes pilotes. Et par conséquent, ce sera compliqué d'arriver pour Zhou directement dans l'écurie Alpine. Donc je pense que l'avenir en Formule 1 pour Zhou, de toute manière, il est complètement bouché maintenant. En tout cas, c'est un pilote qui sera aux avant-postes, qui va jouer des victoires, possiblement le titre, et ce sera intéressant à suivre. Et quant à Drugovich, il attaque sa deuxième saison, lui aussi, il a fait une première saison, comme tu l'as dit, excellente chez MP, et on attend beaucoup de ce jeune Brésilien, qui est probablement le futur Brésilien à atteindre la Formule 1. Bah, tu l'as dit, hein, l'an dernier, en début de saison, quand on avait vu Drogovic en F2, on s'était posé des questions très clairement parce que c'était pas forcément
le pilote qu'on attendait le plus à voir sur une grille de F2. Il paraissait un peu tendre, on va dire, pas un peu jeune parce qu'il a 20 ans, il a un bon âge, mais un peu tendre. Le fait qu'il soit passé par l'Euro Formula Open, ça laissait pas forcément, ça faisait pas forcément confiance pour beaucoup de gens puisque c'est pas un championnat majeur. Le fait que sa saison de FIA F3 en 2019 soit pas excellente, c'est pareil, ça donnait pas confiance. Et puis finalement, très bon l'an dernier. Il a prouvé sa vitesse dès qu'il le pouvait. Surtout, ce qui était intéressant avec lui, c'est à chaque fois qu'il avait une opportunité, il a ramené des points. Il a ramené des gros points, il a ramené des victoires en course 2, même une victoire en première course à Bahreïn pour l'avant-dernier meeting de la saison. Donc finalement, quand tu lui donnes une voiture plutôt moyenne, il arrive à aller chercher les points avec sérieux. Donc quand tu lui donnes la virtuosie, très clairement, ça peut aller beaucoup plus haut. Et pour Zou, ça ne tient qu'à lui pour moi d'aller en F1 parce que pareil que pour Raikkonen, Alonso n'est pas éternel et puis on verra. Et puis il y a des capitaux chinois, donc s'il a le titre, peut-être qu'on poussera côté Chine pour le mettre en F1. Après, pour Zou comme pour Lundgaard, hein, le problème c'est que la menace arrive et on va en parler tout de suite puisque c'est le team Prema, bien évidemment, qui était champion l'an dernier, encore une fois. Prema qui reconduit Robert Schwartzman, et surtout, quand je parlais de menace pour Zou et pour Lundgaard, un troisième pilote Alpine est présent sur la grille, c'est Oscar Piastri, le champion de F3 de l'an dernier. Bah oui, champion de F3 l'an dernier pour sa première saison aussi. Alors avec une Prema, c'est probablement un peu plus facile qu'avec une Hart, hein, c'est peut-être pour ça qu'il a battu pour cher. Mais en tout cas, non, il a fait une excellente saison, Piastri, l'année dernière, et clairement, ça va être un des pilotes à surveiller cette année. Il sera très dangereux, effectivement, tu l'as dit, pour Zou et pour Lundgaard, là je te rejoins à 100% là-dessus. Et puis surtout, Robert Schwartzman, qu'on attendait pour le titre l'année dernière, il termine seulement quatrième, mais avec le plus de victoires. Cette année, c'est le favori, et je pense qu'il va avoir à cœur de gagner ce championnat pour aller en Formule 1. Et tout à fait. Schwartzman l'an dernier s'est très légèrement affaissé au moment où on est arrivé à Monza. C'est vrai que Monza, Mugello, Sochi, c'est là où il a commencé à avoir un peu plus de mal. Même sur les meetings de Silverstone, il avait un peu de mal. Enfin, il y a eu des moments, il y a eu des creux dans sa saison, mais qui est normal pour un pilote qui faisait sa première année, puisque lui était le champion de F3 2019, donc on aura un champion de F3 2019 et 2020 dans la même équipe. Là, dans sa deuxième saison, il a beaucoup plus d'expérience, il va savoir gérer son championnat, et Schwartzman, c'est clairement le favori pour le titre. Et il a une place à aller chercher en F1, il a tout ce qu'il faut, il a la bonne voiture. Donc voilà, tout est dans une position optimale pour lui. Après, Piastri, c'est sa première saison, comme pour Cher, il va apprendre et il jouera très clairement aux avant-postes. De toute façon, dans les 10 derniers pilotes qu'on a cités, les 10 vont venir pour jouer les victoires très clairement. D'ailleurs, c'est le moment de nous donner ton classement final de fin de saison, enfin ton podium final de fin de saison. L'an dernier, on avait donné tous les deux Marcus Armstrong, on l'a dit tout à l'heure, et ça s'est pas vraiment réalisé. Est-ce que cette saison nos prédictions seront meilleures? À voir, je te laisse commencer. Eh ben écoute, pour le titre, Robert Schwartzman, ça me semble assez évident. Je vois pas trop qui d'autre. J'ai envie de mettre aussi sur le podium un Felipe Drugovich dont j'attends désormais beaucoup. On l'attendait pas avant, maintenant on l'attend beaucoup. Et puis une troisième place qui sera aussi, enfin je pense que le podium va de toute manière être très très disputé comme l'année dernière. J'aurais envie de mettre Christian Lundgaard sur le podium avec une saison dans les pattes, il devrait performer. Mais voilà, des gars comme Lawson, Vips, Tictum, Zou, ça va jouer les podiums et le podium final du championnat aussi, je pense. Écoute, je te suis sur Robert Schwartzman, champion pour moi c'est sa saison. Après, je vais pas le mettre sur le podium, je le mets juste en dessous, mais j'attends vraiment beaucoup de Dan Tinctum, vraiment j'espère beaucoup de Dan Tinctum. Et après en deuxième et troisième, j'ai envie de mettre Zou, deuxième de la saison, et Drugovich troisième son coéquipier. Franchement, pour moi, Univirtuosi peut faire des grandes choses. Et ces deux pilotes-là aussi. Donc, dans une saison où Prema aura un pilote rookie encore comme l'an dernier, avec Schwartzman avait terminé quatrième, bah là peut-être que Piastri sera aussi au pied du podium. Pour moi, les deux pilotes virtuosi doivent en profiter et finir deuxième et troisième. En tout cas, on a vraiment hâte que la saison démarre. On le rappelle, elle va démarrer ce week-end à Bahreïn, en même temps que la saison de F1. On attend énormément de cette saison. C'était déjà un grand spectacle l'an dernier. On sait que ça sera un grand spectacle cette année sur des circuits qui, en tout cas en termes
de photographie seront très beaux. Quand même, Bakou, Jeddah, Yas Marina, Monaco, Silverstone, ça reste des très beaux circuits en termes d'image. N'hésitez pas à vous abonner, à donner vos prédictions pour cette saison, à donner le classement final de Théo Pourchaire. C'est vrai qu'on l'a pas mis sur notre podium, mais c'est parce que c'est un rookie. Mais Ah, c'est top 5, c'est top 5. voilà, c'est top 5. S'il termine sur le podium, alors là, on défile sur les Champs-Élysées, bien évidemment. Je te remercie, Louis, d'avoir présenté cette saison de FIA F2 avec moi. Ben, merci à toi pour l'invitation et puis merci à vous tous de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça nous fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à venir nous voir sur Twitter aussi, hein. Tu vas nous rappeler le Twitter, tu le connais mieux que moi. C'est @multi21_podcast. Il est à son dans la description et sur Twitter, on est toujours disponible pour des échanges. Vous êtes nombreux à venir dialoguer avec nous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Salut à tous.